Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On n'a que 30 minutes sur le sujet de l'industrialisation des deals. Un thème qui semble peut-être complexe, mais on va essayer de le découper. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pour ça que j'adore ce sujet-là, c'est qu'on est probablement dans la partie qui est traitée de manière la plus artisanale dans le cycle de vente. Et donc, c'est super intéressant de voir comment on va voir un peu la psychologie de l'acheteur, comment ça fonctionne, l'acte de décision, sur quoi il repose, comment on va respecter les étapes, comment on va construire notre process de traitement des opportunités, des deals, et voir ensuite comment on va le piloter. Juste une petite seconde, je m'appelle Nicolas pour ceux qui n'ont pas suivi les sessions précédentes et je suis le cofondateur d'Ecosystem, qui est une solution de prospection pour trouver des prospects plus mûrs dans votre cycle de vente. Voilà. J'arrête là sur la partie promotionnelle. Et donc, on va avancer. Je vais passer les slides. Je vous invite, si vous êtes sur la page, normalement, vous avez une partie commentaires en dessous. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si on a 5 minutes à la fin, on essaiera de répondre à différentes questions. Sinon, vous pouvez continuer à les poser. Et puis, dans la journée, je continuerai à répondre par écrit. Et puis, vous avez normalement toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Voilà. Donc, on va attaquer ce sujet. Normalement, on devrait basculer sur les slides. Donc, juste pour rappeler, depuis le début, on est sur le 5e épisode de la série Deals 30, dont l'objet est la construction des machines de guerre commerciale, qui faisait suite au livre que vous pouvez trouver sur notre site, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciale, et l'objectif était de disséquer quelques centaines d'entreprises qui ont fait des fortes croissances, et d'essayer de comprendre quelles étaient les recettes qu'elles avaient appliquées sur l'ensemble de leur cycle de vente, aussi bien au niveau du marketing que de la vente à proprement parler. Voilà. Donc, le premier épisode de la série était sur l'alignement marketing et commerce. Que pouvons-nous attendre de notre marketing ? Le second épisode était sur les nouvelles stratégies de prospection. L'idée, c'était de voir justement comment les entreprises, au niveau de la prospection, de la découverte des prospects, et comment elles arrivaient à faire rentrer des prospects beaucoup plus mûrs dans le cycle de vente, et comment elles arrivaient à pirater leur funnel, excusez-moi des acronymes, mais pour faire rentrer des leads beaucoup plus mûrs. Le troisième épisode était davantage une parenthèse, c'était sur le social selling, de voir effectivement comment certaines entreprises ont réussi à mettre en place un social selling de manière efficace, ce qui est loin d'être toujours le cas. Le quatrième épisode, donc c'était il y a environ 3 semaines, sur quel prospect faut-il investir son énergie. Donc on était sur la qualification des prospects pour sélectionner les prospects sur lesquels on allait investir du temps. Voilà. Et on passe maintenant à l'étape un peu suivante, qui est comment industrialiser le travail des deals. À partir du moment où on a décidé d'investir sur un prospect, comment on va faire pour raccourcir le cycle de vente, pour maximiser le closing de l'affaire. Alors, l'industrialisation des deals repose donc, pour moi, encore une fois, c'est ce que je vous propose, 3 piliers. Le premier, c'est on va voir comment on doit respecter les étapes de décision du point de vue de la psychologie de l'acheteur. On va voir que c'est hyper important, mais qu'en même temps, c'est pas extrêmement compliqué. Le deuxième, c'est les plans de compte notamment. On a de multiples interlocuteurs de plus en plus dans les deals qu'on travaille, et on va devoir faire un effort de synthèse. Et donc, on va essayer de voir. Alors, le plan de compte, c'est devenu quasiment un gros mot dans les équipes commerciales. On va essayer de voir comment on peut faire des plans de compte de moins de 20 minutes. Et qui peuvent vraiment nous servir du début du process jusqu'au closing. Et puis ensuite, on fera un petit passage sur le pilotage, le management de ce flux d'opportunités, de ce flux de deals. Quelles sont les métriques qu'il va falloir essayer de suivre. Voilà. Ce qui est très important, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a toujours 3 étapes dans le cycle de vente. Le besoin, la solution, le risque. Et ces 3 étapes doivent être absolument respectées. Le besoin, on va voir, c'est essentiel. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente. Et si à la fin un deal ne se close pas parce qu'on a mal défini le besoin ou qu'on l'a mal répété ou qu'on l'a pas fait verbaliser par le prospect, forcément le deal ne peut pas aboutir. Donc le besoin, c'est très important, c'est le moteur de la vente. Voilà. Ce qui implique qu'on ne présente
on ne devrait pas présenter sa solution avant d'avoir verbalisé le besoin. J'insiste sur le côté verbalisation. C'est important de ne pas déduire le besoin, mais qu'on arrive en le reformulant à ce que l'acheteur le verbalise de lui-même. Et ensuite, on va pouvoir le répéter sur l'ensemble du cycle de vente, mais c'est vraiment le pilier de la vente. Mais besoin est un terme générique. Donc, on va juste faire un petit aparté sur les moteurs de la décision. Les moteurs de la décision, alors, la décision, ça a été fait, il y a eu beaucoup de recherches sur les sciences cognitives, ce qu'on a appelé ensuite le neuromarketing, etc. Et les avancées qui ont été faites montrent que la décision en tant que telle n'est pas prise par notre raisonnement, elle est prise par une partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien ou le paléocortex. Bref, en tout cas, il y a une partie de notre cerveau qui est le déclencheur de la prise de décision et qui fonctionne pas comme le reste de notre cerveau, tout simplement. Et donc, les différents moteurs qui vont faire agir à la décision, ce qu'on voit généralement, ça fonctionne un peu en iceberg, c'est pour ça que j'ai pris cette représentation. On a les souhaits, je souhaite acheter, on a le besoin d'acheter, et puis on va voir qu'il y a des moteurs qui sont beaucoup plus puissants, qui sont les douleurs. C'est pour ça que de plus en plus, on ne parle plus d'identifier le besoin, qui reste un terme générique, mais les points de douleur de l'acheteur. Et puis, le principal moteur, vous savez tous probablement, c'est la peur. Maintenant, la peur, généralement, votre prospect ne s'ouvrira pas à vous et ne vous décrira pas ses peurs. Voilà. Donc, on va essayer de se focaliser non pas sur les souhaits, ni probablement sur les peurs, on va essayer de se focaliser sur les besoins, ceux qu'il va pouvoir exprimer facilement, et puis sur les douleurs qu'il va pouvoir exprimer. Là, vous comprenez pourquoi, avec ce graphique, je n'ai pas démarré cette webconférence à 8h30. Il est super important, ce graphique, et je voulais juste qu'on prenne un petit moment pour essayer de le décrire. C'est un graphique qui a été fait par la méthode Customer Centric Selling, qui reprend les 3 étapes. Voilà la façon dont il faut le lire. Il y a 3 étapes dans le cycle de vente, la présentation, l'évaluation, l'engagement. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'exprime. Et puis, on va voir la variation de l'intérêt de l'acheteur en fonction du temps. Et on va voir qu'effectivement, le besoin, pourquoi il doit être fait dès le début, c'est que dans la prise de décision de l'acheteur, avant tout, il va devoir qualifier le besoin. C'est la première étape et c'est ce qui va être le plus important au début. Et effectivement, dans le reste du cycle de vente, il va être moins concerné par son besoin. Ensuite, on va voir la solution. La solution va prendre le pas juste après, une fois que le besoin a été exprimé, et ça va être toute la phase d'évaluation. Et la solution en tant que telle, au moment de l'engagement et de la signature, on va moins en parler. On va moins parler du besoin, on va moins parler de la solution. Et ensuite, il y a la variable le risque. Tout acte est anxiogène. Tout acte d'achat est anxiogène, quel qu'il soit, et donc il y aura toujours une partie risque qui est liée à l'engagement. Et ça, c'est important parce qu'il va falloir le traiter, il va falloir l'anticiper, y compris si l'acheteur potentiel n'exprime pas lui-même le risque. En tout cas, il va falloir le prendre en compte et être capable soit de l'anticiper, soit de lui faire verbaliser les risques qu'il va percevoir et de pouvoir y répondre. Voilà. Le 4e, je suis passé rapidement dessus parce qu'il est plus simple, c'est le coût. Concernant la perception du coût, on va voir qu'effectivement, l'acheteur potentiel va être intéressé par le coût dès le début du cycle de vente, et puis ensuite on va plus en parler. Et puis évidemment, c'est une variable qui va revenir dans le cerveau de l'acheteur au moment de l'engagement. Ça semble un peu évident. Ce qui est important quand même, c'est qu'il n'est pas. On voit que dans ce graphique, il n'est jamais l'élément prédominant. Voilà. Et donc, alors, pourquoi il faut en parler dès le début? Si l'acheteur ne vous pose pas forcément la question en début de cycle, mais la plupart quand même le font, sinon c'est notamment la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises vont afficher le prix de leur solution, si c'est un prix qu'elles peuvent afficher, si le prix n'est pas complètement custom, vont pouvoir l'afficher sur leur site web, par exemple, tout au début du cycle de vente. Bon, ce qu'on va voir, voilà, on a vu les 4 étapes là, ce qu'on va voir, c'est que excusez-moi. La bonne pratique dans le travail des opportunités va être de construire son processus en fonction des étapes de décision de l'acheteur. Voilà. Et ça va être extrêmement important parce que si on manque une étape, effectivement, on ne pourra jamais aller au closing. Évidemment, si vous ne présentez pas la solution, si vous ne gérez pas le risque ou si le besoin n'est pas exprimé, le deal ne se fera pas. J'ai essayé vraiment de simplifier dans les 3 étapes, besoin, solution, risque. Okay, donc, on va essayer de construire le process en fonction de l'acheteur. Et on va essayer déjà de traduire ça dans les différentes étapes de traitement du deal. Okay,
Ici, ça c'est un graphe que j'avais fait pour le livre Les nouvelles machines de guerre commerciale, qui était l'orchestration des temps forts dans un meeting. En réalité, c'est exactement la même chose dans la gestion d'une opportunité. On gère une vente comme on gère un rendez-vous, sauf que le temps effectivement est plus ramassé. Et donc on a différentes étapes. Et on va voir qu'effectivement on va commencer un meeting. Et ces étapes, il faut vraiment se les mettre dans la tête parce qu'il va vraiment falloir les suivre. Elles sont hyper importantes. Le premier, bon, bah, on va faire le warm-up, c'est-à-dire on va commencer à discuter avec le client, on va parler enjeux, on va parler des histoires de ses concurrents. On va commencer à créer un peu la confiance et avec les histoires de nos différents clients et avec une vision un peu macro du contexte de l'entreprise, on va piquer sa curiosité. À partir du moment où la curiosité est là, ce n'est pas le moment de commencer à parler de la solution. C'est le moment de lui faire parler de ses problèmes et de ses besoins, ses points de douleur, et de les faire verbaliser, le contexte, le besoin. Et une fois que les problèmes et les besoins sont verbalisés, alors on va commencer à présenter la solution, toujours en fonction du problème qui a été et des besoins qui ont été identifiés. Ensuite, on va avoir, voilà, pour nous en tout cas, une démo. Si vous vendez de l'homme, vous faites de la délégation de personnel, c'est présenter le consultant, hein, typiquement. Mais en tout cas, il y a une démo pour qui permette de toucher un peu la valeur de la solution, en général assez courte. Et puis ensuite, on va passer sur les perspectives. Dans quel état sera-t-il une fois qu'il aura cette solution qui répond à son problème? Voilà. Et ensuite, on va traiter le risque, puisqu'on va minimiser le risque en traitant toutes les problématiques de confiance. Voilà. Et c'est quoi un bon rendez-vous? C'est exactement la même chose que dans le traitement d'un deal. C'est quand l'acheteur potentiel de lui-même va suggérer les prochaines étapes. Voilà. Donc, et on va voir le principe clairement dans le traitement, dans l'industrialisation des deals. Il y a quelque chose qui est toujours essentiel, c'est on ne vend pas le closing tout de suite, on vend toujours la prochaine étape. Et on va séquencer les différentes étapes du traitement de l'opportunité et on va toujours vendre à la personne la prochaine étape. Voilà. Ce qu'on voit quand même, je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'en fait, ça correspond, si vous allez sur Wikipédia regarder les techniques de vente B2B ou B2C, alors moi j'ai toujours l'habitude de plutôt parler B2B, en fait on se rend compte que c'est exactement les mêmes étapes en B2C et en B2B. Hein, vous savez, je vous fais, là encore une fois on est un peu Wikipédia, les 6 étapes d'une vente. Le premier c'est l'accueil, la prise de contact, ensuite la recherche du besoin, ensuite la présentation de l'offre, la 4e étape argumentation, puis prix et objection, et enfin la conclusion de la vente. Et le B2B et le B2C, là-dessus sur les étapes, on est exactement alignés. Voilà. Excusez-moi, j'avance. Donc, ce qui compte ici, c'est d'abord de bien respecter ces différentes étapes. Ensuite, bien focaliser et former ses commerciaux à pouvoir détecter les besoins, les douleurs, voire pour les plus talentueux, s'ils arrivent à leur faire exprimer leur peur. Et c'est une grosse partie de la discussion dans le travail de l'opportunité, parce que même si une fois qu'on l'a défini, on va le rappeler quand on présente la solution, quand on est sur la confiance, quand on est au moment de l'engagement. C'est important quand on va proposer la solution que la proposition de valeur soit unique, voilà, et qu'on l'exprime, qu'on ne laisse pas l'acheteur déduire la valeur. Alors c'est toujours le débat de est-ce qu'on présente la valeur, est-ce qu'on présente les fonctionnalités. Les fonctionnalités, on ne doit pas complètement les occulter quand on présente les fonctionnalités ou les qualités du produit, parce que c'est ce qui permet de matérialiser la solution. Mais pour avoir la prise de décision, on va devoir toujours vendre la valeur, revendre la valeur, et toujours en fonction du besoin. On essaye d'avoir un besoin, parfois on en peut avoir 2, 3, il faut toujours identifier le besoin qui est le plus fort et qui est le plus moteur. Mais clairement, ce n'est pas les qualités du produit et ses fonctionnalités qui vendent, c'est la solution et la valeur de la solution qui vend. Et donc, ne pas laisser déduire la valeur. Et ensuite, on va voir qu'il va falloir préparer. Bien sûr, dans un process, on va devoir préparer quels sont les points de douleur auxquels on va répondre, les objections, le travail des prix, quelles sont les différentes étapes, le process et les retours sur investissement, par exemple, qu'on va vouloir présenter à l'acheteur. Voilà. Et donc, on va voir. Alors moi, je vous invite à faire. Là, je vous ai pris un exemple parce que c'est ce qu'on a construit chez nous. Ce sont préparés. On pouvait prendre un paperboard pour le faire, c'est très simple. Et donc là, c'est l'exemple d'Aiko, c'est on va préparer ce à quoi on s'attend sur la partie besoin, sur la partie solution et sur la partie risque. Du point de vue de l'acheteur, ce qu'on attend, c'est le type de besoin et de douleur auquel on va essayer de répondre. Encore une fois, excusez-moi, je parle vraiment pour écosystème et chacun doit faire ce petit travail sur un paperboard et c'est assez rapide à faire. C'est son besoin, sa douleur principale, c'est de faire plus de chiffre d'affaires. Donc, faire plus de prospection, raccourcir son cycle de vente, mieux convertir ses clients, etc. Et sa peur, souvent, c'est l'atteinte des objectifs.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on va essayer de lui faire exprimer parce que c'est souvent le point de douleur le plus commun dans 95% des cas qu'on va pouvoir rencontrer. La perception de la solution, ce qu'on va attendre, c'est est-ce qu'il va percevoir la valeur unique de notre solution qui est de trouver des prospects plus mûrs. Des solutions de prospection, il y en a plein sur le marché. Ce qui fait l'ADN et ce qui fait quelque chose qui est unique pour notre solution en l'occurrence, c'est qu'on va lui permettre de trouver des prospects qui sont plus mûrs et donc de pirater son cycle de vente en amenant des prospects beaucoup plus bas dans le cycle de vente et qui convertissent beaucoup mieux. Voilà. La perception de la solution annexe, et on est moins sur le point de douleur, c'est avoir de l'information commerciale pour être plus efficace. Et puis le risque principal qu'on va pouvoir rencontrer, c'est la problématique d'adoption. La plupart de nos acheteurs, vous savez ce que c'est, ils ont implémenté un CRM que les commerciaux n'utilisent pas, et donc il y a une douleur qui est liée là-dessus en disant si j'achète une nouvelle solution, est-ce qu'il va y avoir de l'adoption? Et le deuxième perception du risque, ce sont quels sont les résultats financiers directement que je vais pouvoir atteindre avec la solution. Et du point de vue du vendeur, maintenant on va passer du point de vue du vendeur, le job du vendeur, c'est au moment sur les besoins et les douleurs, ça va être de faire verbaliser le besoin et de le rappeler tout au long du cycle de vente. Voilà. Concernant la partie solution, quel est son job? C'est de démontrer que la solution est unique, toujours par rapport aux douleurs. Donc, il va passer chez nous par une démo personnalisée, il va décliner la solution selon les rôles des différents commerciaux, selon s'ils sont en début de cycle, si ce sont des key account managers, etc., etc. Et puis, il va utiliser toute une palette de choses qu'il a préparées pour traiter le risque. Le risque, encore une fois, c'est l'adoption et l'attente de résultats. Et il va utiliser qu'est-ce qui est mis en place chez nous en termes de customer success, quel est le retour sur investissement qui peut être attendu avec, vous savez, des calculateurs ROI, des choses comme ça. Il va utiliser ses success stories et il va utiliser aussi éventuellement que des clients actuels puissent appeler le prospect qui, bien sûr, rassurera beaucoup mieux que nous sur l'intérêt de la solution et pour minimiser le risque. Et voilà comment ça se traduit dans notre process. Voilà. Donc, si vous avez la chance de rentrer dans notre cycle de vente, vous avez une bonne probabilité de commencer à rencontrer Émilie. J'en ai beaucoup parlé, c'est pour ça que je reprends le cas d'Émilie, puisqu'on en a beaucoup parlé dans la webconférence précédente, il y a 3 semaines. Le job d'Émilie, donc c'est le job de SDR, elle va faire la prise de contact, ensuite elle va étudier le besoin, elle va être très, très, très focalisée sur la compréhension du besoin et des points de douleur. Voilà. Et puis, elle va commencer à travailler la Power Map. On va en parler juste après. La Power Map, c'est pas l'organigramme, c'est encore une fois, c'est la carte d'influence de qui va être le décideur, qui va être l'influenceur, l'utilisateur, etc. Et puis, à partir du moment où elle a fait ce travail-là, elle va transférer le contact, l'acheteur potentiel, à l'équipe de account executive, donc de commerciaux qui, eux, vont travailler des opportunités et leur job va être effectivement de démontrer que la solution est unique, vont ensuite argumenter, traiter les objections et vont faire ça jusqu'au closing. Okay, donc, on voit que le métier en haut de SDR, le métier d'Émilie, il correspond bien, vous voyez en haut à droite, à l'extrait de ce qu'on a vu tout à l'heure du graph Customer Centric. Avant tout, elle va parler du besoin parce que c'est ce qu'il y a de plus fort et qui doit être traité vraiment en amont. Voilà. Alors, on va passer, maintenant qu'on a vu qu'effectivement on pouvait construire un process en fonction du cerveau de l'acheteur et de sa prise de décision, on va passer sur la synthétisation de tout ça, puisqu'en plus il va y avoir plusieurs interlocuteurs. On a vu le SDR, le account executive, voire encore derrière le customer success ou l'équipe qui va servir à renouveler, à faire de l'upsell, etc. Et donc, on va utiliser des plans de compte, mais des plans de compte simples. Donc, c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Le piège, c'est ça. Le piège, vous le savez bien, c'est pour ça que le mot plan de compte est devenu un gros mot. C'est parce que quand on va dans la complexité, on n'arrive plus à le gérer. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas si vous gérez la BNP ou la Société Générale, des gros comptes et vous faites des millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette société. Il y a un moment où peut-être que vous ne pourrez pas faire l'impasse sur ce célèbre plan de compte qui fait 150 slides. Quand vous traitez la BNP ou vendez au DSI et qu'il y a 200 DSI dans la BNP, probablement vous serez obligé de passer par ce travail de plan de compte. Mais ce qui est clair, c'est que ce type de plan de compte que vous avez pu voir et qui fait peur à la plupart des gens, il est impossible, quasi impossible à gérer et à maintenir dans le temps, et surtout, il est impossible de le systématiser sur l'ensemble des opportunités. L'idée, c'est d'avoir la même démarche pour un deal de 500 000 euros et un deal de 5 000 euros ou de 10 000 euros.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de synthétiser tout ça dans quelque chose de très très simple, qu'on appelle souvent le Strategic Account Plan. Et on va voir comment on peut faire ce plan de compte simple. Pourquoi faire un plan de compte simple? Eh bien, d'abord pour avoir une stratégie cohérente tout au long du cycle de vente. Alors, je vous donne l'exemple, une opportunité, le travail de l'opportunité, le travail du deal, c'est un temps de travail qui est découpé parce que vous avez plusieurs meetings à faire, parce que vous allez rencontrer plusieurs personnes, parce que ça va s'étaler dans le temps. Chez ICO, je peux parler en tout cas de notre cas, notre cycle de vente, il dure pas 1 an, il dure 3 mois, mais sur ces 3 mois, il va être extrêmement découpé, même si l'opportunité globale va durer environ, tout cumulé, ça dure à peu près 5 heures. Un account exécutif va passer 5 heures sur une opportunité jusqu'au closing pendant une durée de 3 mois. C'est encore plus vrai si, alors nous, parce qu'on est en modèle qui est pur inside sales, les commerciaux sont sédentaires et ne se déplacent pas chez le client, mais si vous avez en plus les temps de transport, etc., et que votre deal est beaucoup plus gros ou autre, vous allez peut-être avoir des temps, le temps de travail de l'opportunité va être une vingtaine d'heures sur 1 an, et auquel cas, forcément, vous avez besoin de garder toujours l'information et d'être capable de vous en traiter beaucoup différemment des opportunités, beaucoup d'opportunités en parallèle, et donc c'est très important de pouvoir suivre tout ça. Ensuite, on va avoir la problématique de traiter différemment des interlocuteurs multiples. De plus en plus, on va le voir juste après, on est sur de la vente complexe. Dès qu'on a 2-3 interlocuteurs qui vont vraiment avoir du poids dans la prise de décision, on est sur une vente complexe, et donc on va devoir les traiter différemment. On va voir ça juste après. Et puis le plan de compte simple permet de challenger sur une base objective les opportunités et pour le commercial de mieux évaluer les opportunités, qui est vraiment un enjeu, puisque l'évaluation des opportunités, les statistiques sont catastrophiques sur la fiabilité des évaluations. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que tout va changer pendant le deal, et donc il va falloir facilement mettre à jour ces informations. Donc on va voir, qu'est-ce qu'il nous faut pour un plan de compte construit en moins de 20 minutes. Alors, les questions principales, les 6 questions auxquelles il va falloir répondre dans ce plan de compte, c'est pourquoi acheter? Quels sont les besoins et les douleurs de l'acheteur? Pourquoi acheter chez moi? Alors ça, c'est votre travail de savoir quel est l'ADN, quelle est la proposition de valeur unique qui fait qu'il ne faut pas acheter chez quelqu'un d'autre, il faut acheter chez vous. Ensuite, pourquoi acheter maintenant? C'est un sujet qui est toujours un peu plus complexe. Alors on le traitera beaucoup dans un prochain webinaire, je vous en parlerai, mais l'idée c'est de travailler sur l'urgence, la deadline, les événements clés. Alors ça peut être travailler dans les news. Qu'est-ce qui fait qu'on doit signer le deal maintenant? Il va y avoir une introduction en bourse, il y a un nouveau produit qui va être lancé, il y a une vague de recrutement qui a été fait. Pour nous, ça va être quels sont les résultats qui sont attendus au prochain trimestre, et donc quel est le problème qu'il peut y avoir actuellement sur le chiffre d'affaires. Est-ce que sur le marché, on a un concurrent qui est très agressif? Est-ce qu'il y a des projets CRM qui ont été planifiés et qui sont planifiés, et donc ça veut dire que ICO doit être implanté avant pour maximiser l'adoption du CRM? Est-ce qu'il y a des projets marketing qui sont planifiés? Ça, c'est tout l'agenda et toutes les news externes qui font qu'il va y avoir une urgence, et c'est là-dessus qu'on va insister et qu'on va faire verbaliser pour pouvoir décider l'acheteur à acheter maintenant. Ensuite, qui sont les joueurs sur le terrain? Qui est là pour jouer avec nous? Et chaque interlocuteur qu'on va avoir dans le cycle de vente va avoir une attitude différente et on va devoir les gérer. Et puis, quelle est la taille du projet, bien sûr, pour évaluer l'opportunité, sur la première vente et sur le potentiel du compte, avec l'upsell, etc. Donc, on va voir maintenant qui sont les joueurs. Voilà, moi j'adore en plus ce thème-là, c'est vraiment comment on va traiter la vente complexe. On va avoir de multiples interlocuteurs, de plus en plus. On va avoir des décideurs, des acheteurs, des utilisateurs, des influenceurs et des champions. Le champion est celui qui va nous aider effectivement à progresser dans le deal, à progresser dans le compte. Ce qui compte, c'est qu'on va essayer de les traiter séparément, ou pas d'ailleurs. Il y a des moments où on va les traiter ensemble, à partir du moment où tout le monde est d'accord, et sinon on va les traiter séparément en se focalisant toujours sur le gain personnel de chacun. C'est exactement la même chose, moi je vends du logiciel, c'est exactement la même chose quand vous allez dans une concession automobile. Quand vous vendez une voiture, vous avez la maman, le papa, les enfants sont des influenceurs, le vrai décideur en général c'est la maman, et l'acheteur et aussi utilisateur c'est le papa, et donc on va devoir traiter ces différentes personnes avec le gain personnel de chacun, et on fait exactement la même chose quand on fait du B2B. Voilà. Et ensuite comprendre la power map. Attention, la power map, ce n'est pas l'organigramme.
qui souvent a pas beaucoup de valeur dans l'opportunité. Ce qui compte, c'est les liens d'influence et les liens de décision pour notre opportunité en particulier. Et donc, on va voir, ça c'est pas forcément évident, et donc on va essayer de synthétiser ce travail-là dans un tableau tout simple que vous pourrez réutiliser, un tableau de synthèse. Alors voilà, toujours voilà l'exemple. Alors chez nous, si on lit la colonne de gauche, la position, nos interlocuteurs chez ICO sont les PDG, les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, voire des directeurs commerciaux qui gèrent directement l'équipe dans les tranchées, et puis par exemple un utilisateur comme un Key Account Manager ou un SDR, etc. La deuxième colonne, on va essayer de maintenir à jour quelle est son attitude vis-à-vis du deal, et il va falloir trancher. Est-ce qu'il est positif dans le deal? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est nuisible, c'est-à-dire négatif? Et tout le jeu va évidemment consister non pas à faire essayer de passer un nuisible en positif, mais de neutraliser les nuisibles. Voilà. Et à partir du moment où j'ai 3 positifs et 2 neutres, alors peut-être mon deal peut se faire. Et puis je vais rappeler dans ce petit tableau, puisque c'est un tableau de synthèse, quelle est la douleur numéro 1. Chacun a sa douleur et chacun aura son gain personnel. Voilà. Et ça va me permettre de synthétiser ça. Je vais mettre ça dans mon plan de compte, mais encore une fois que vous avez commencé à travailler le deal, vous mettez 5 minutes pour travailler ça, donc c'est assez rapide. Ce qui est important, c'est de bien équilibrer aussi le temps qu'on alloue à chaque interlocuteur, parce que typiquement, on a toujours tendance à passer la majorité de son temps avec des utilisateurs ou des acheteurs, là où on devrait investir beaucoup plus de temps sur les influenceurs et le décideur. Alors, comment s'organisent les machines de guerre commerciale? Parce que ce qui compte, la clé quand même de tout ça, souvent, c'est que l'acheteur ne nous dira pas tout et qu'on doit avoir l'information. Donc, quelles sont les informations, typiquement, qui sont nécessaires pour le deal? Des informations objectives. Ça, c'est super important, pas verbal. Il y a plein de choses que l'acheteur vous dira pas. Et donc, votre solution de prospection, ou une solution commerciale, en tout cas, doit vous amener cette information. Alors, la solution écosystème, oui, vous donne ce type d'information, mais sinon, vous prenez une autre solution, vous essayez par vos propres moyens de trouver ces informations-là. Et voilà ce qui va être important pour le deal. Être capable de créer la power map et les relations d'influence dans le compte, et ce sera toujours beaucoup plus objectif que ce que la personne va vous dire en face. Ensuite, qui sont les concurrents qui sont présents dans le compte? Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de positionner la valeur unique de votre solution. Ensuite, les événements, les news, la position de marché, toutes les urgences qui sont extérieures que vous pouvez détecter et qui vont permettre d'accélérer le deal. Et puis, les éléments pour estimer la taille du deal. Nous, on vend des licences pour des commerciaux, donc en général, c'est la taille de l'équipe commerciale, soit au niveau national, soit au niveau international. Et puis, ce qui est important, je le souligne, tous les changements pendant le cycle de vente, même nous, sur un cycle de vente de 3 mois, tout ça va changer pendant 3 mois. Et donc, il va falloir pouvoir le monitorer et mettre à jour toujours ces informations-là. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on met dans notre plan de compte? Le BANT, on a vu, c'est budget, autorité, besoin et délai. Donc ça, c'est surtout ce qu'on a vu dans la webconférence précédente. L'opportunité, bien sûr, son montant, sa probabilité et sa deadline. La power map, le petit graphique qu'on a vu tout à l'heure. On va lister les concurrents, voir les partenaires sur lesquels on pourrait s'appuyer qui sont actifs dans le compte. Et puis, les quelques éléments clés de contexte et d'urgence qui vont être intéressants. Où est-ce qu'on va mettre ça? Vous pouvez le mettre dans un Word, vous pouvez le mettre dans un PowerPoint. Je vous conseille quand même, pour faire simple, de mettre ça dans des lignes dans votre CRM. Vous créez des custom fields, des champs personnalisés. Vous pouvez mettre toute cette information là-dedans. Maintenant, on va passer sur la partie de pilotage. Donc, j'espère que pour l'instant, ça a été clair. On a vu la psychologie de l'acheteur, respecter les différentes étapes de décision, construire son process en fonction de la psychologie de l'acheteur et de sa décision. Très important de respecter ces étapes, bien les préparer. Ensuite, on a vu effectivement qu'est-ce que c'est le plan de compte simple, comment le faire en moins de 20 minutes avec les informations synthétiques, et tout le reste n'a pas d'importance. L'objectif étant aussi, on va le voir là dans le pilotage, c'est qu'on va challenger les différentes opportunités. Quand on est manager, on va challenger les opportunités de nos commerciaux. Et ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est je le sens bien. Je sens que ça va closer ce trimestre-là. Voilà, ça c'est horrible pour un manager. Et donc à partir du moment où ce petit plan de compte a été fait, on a des éléments objectifs sur lesquels on va pouvoir challenger le commercial. Et puis lui, ça va lui permettre aussi bien sûr de beaucoup mieux estimer son pipe. Alors quand on parle là maintenant de pilotage des deals, qu'est-ce qui va être important? On va être un peu rapide là-dessus, mais on va gérer son pipeline, donc toutes les opportunités qui sont en cours. Et ce qui compte, la toute première chose que je voulais aborder, c'est il faut se poser la question de savoir si on veut faire un pilotage par compte ou par opportunité. Voilà. C'est un choix qui doit être fait et qui doit être fait en connaissance de cause, parce que si on gère des comptes, on va gérer à la fois des comptes et les opportunités associées aux comptes, ou alors on considère qu'on ne va traiter que des opportunités, c'est-à-dire que indirectement,
une opportunité existe dans le temps, elle est closée, elle est terminée. Et il peut très bien, s'il y a une nouvelle opportunité dans un autre compte, ça peut être traité par un autre commercial. Voilà. Donc ça, c'est très important de se poser la question et de décider si on fait un pilotage par compte ou par opportunité. Ensuite, on va avoir les bonnes pratiques, revue de pipe hebdomadaire. Toutes les semaines, on fait une revue de pipe. Alors, il y a deux types de revues de pipe. Le premier, c'est one-to-one. Je vais challenger les opportunités de mon commercial. Je vais descendre son pipe avec lui. Je vais voir ce qui est vraiment important. Et puis, il y a aussi les revues de pipe de groupe. Très important, c'est très pratiqué de plus en plus par des sociétés, notamment comme Salesforce, c'est une société que je cite souvent, où les commerciaux se retrouvent en groupe et un commercial peut challenger les opportunités d'un autre commercial et ça lui permet d'amener des idées et de prendre toutes les idées qui peuvent venir par le reste de l'équipe. Ensuite, quand on va effectivement être dans le challenge, on ne va pas challenger toutes les opportunités. Voilà. On va challenger surtout les opportunités qui sont, par exemple, supérieures à 50%. Ça dépend comment vous définissez vos 10, 20, 30%. On finira sur ce slide-là. Et puis, vous avez les indicateurs clés que vous voulez suivre. Alors là, on est vraiment sur l'opportunité, parce que les indicateurs, si on les prend depuis le tout début du cycle de vente avec le SDR, ce qui est généré par le marketing, ce qui se convertit en intro call, ou en tout cas ce qui va être passé aux commerciaux, et qui va être converti ensuite en opportunité, etc. Et donc, là, on va vraiment se focaliser une fois que l'opportunité est créée. Ce qu'on va mesurer, c'est quand même régulièrement, même si on le fait pas toutes les semaines, ça n'a aucun sens, la durée du cycle de vente, la durée de vie de mon opportunité, mon taux de closing, et bien sûr ensuite je vais faire mon forecast et je vais faire mon prévisionnel à partir de toutes les opportunités qui ont été challengées. Voilà. Et ça, c'est très important. Le prévisionnel, là, il faut rentrer dans le détail. Et c'est pas simplement parce que le deal est à 75% qu'il va se closer. Essayez de pas trop raisonner en grand nombre en disant mon pipe est de 600 000 euros ce trimestre, donc je vais closer à hauteur de 40% et ça va me faire tant sur ce trimestre. En général, ce sera pas super fiable. Ça, c'est très bien de manière historique, mais sinon, c'est pas super fiable. Donc, on va plutôt faire deal par deal. Voilà, qu'est-ce qui va être closé? Et puis, le tout dernier point, je voulais finir là-dessus, c'est l'opportunité, c'est un montant, une probabilité, une date de signature. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir bien découpé son travail d'opportunité en différentes étapes. Alors nous, on a par exemple, on a l'intro call, ensuite on va avoir la démo, ensuite on va avoir éventuellement un test, ensuite on va avoir toutes ces étapes qui font 5, 10, 15 étapes. Tout le traitement de l'opportunité. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on a vendu le next step, puisqu'on a découpé ça en étapes clés qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas s'affranchir. Et donc, la probabilité peut être complètement couplée sur ces étapes. Je suis à l'étape 3, ça veut dire que mon deal est la probabilité est à 30%. Je suis en étape 7, donc mon deal est à 70%. Voilà. Je voulais finir là-dessus. Ce qui est important, je ne vous ai pas parlé d'un thème qui me tient à cœur aussi, qui sera notre prochaine webconférence, c'est comment raccourcir le cycle de vente et accélérer le closing. Et on verra qu'il y a tout un ensemble de techniques de closing qui peuvent être facilement utilisées. Je vous remercie. On a fait 31 minutes, excusez-moi pour le petit dépassement d'une minute. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, alors n'hésitez pas déjà à les mettre dans les commentaires si vous avez des questions, sinon n'hésitez pas à m'appeler ou à appeler Émilie qui vous a envoyé un email pour la session. Et on est là pour ça, on n'est pas juste là pour vendre du soft, on est là aussi pour vous aider, c'est un programme d'accompagnement pour essayer de vous donner des clés sur des choses qui ne sont pas toujours extrêmement claires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.